Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la nouvelle Peugeot 208 en version hybride. Ça fait tellement longtemps que je voulais la faire. Ça fait quelques temps qu'elle a été annoncée, mais enfin, j'ai réussi à mettre les mains dessus. Je suis un des premiers à pouvoir le faire, il me semble. Il n'y a pas grand monde qui l'a essayé encore. Ça fait plaisir. Bon, comme d'habitude, on refait un petit tour de la voiture. Je vous donne toutes les caractéristiques. Je vous reparle de toutes les motorisations, parce que ça existe en électrique et en hybride et en essence maintenant. Donc on va reparler un petit peu de tout ça. Je vous ai fait déjà une vidéo sur la même blanche comme ça, mais en version 100% électrique, en 156 chevaux. Je vous redonne toutes les motorisations, les tailles, dimensions et ensuite les consommations qui peuvent aussi vous intéresser. Ça fait longtemps qu'on voulait une hybride simple chez Peugeot, mais c'est pas une vraie full hybride, c'est une mild hybride plus. On en reparle un petit peu de tout ça, tout comme ce nouveau moteur. C'est un nouveau moteur 1,2 litre. On connaît la réputation de l'ancien. Vous êtes beaucoup à chaque fois à commenter. Je ne vais pas reciter les petits noms que vous lui donnez à ce moteur 1,2 litre d'ancienne génération, mais là, nouvelle chose, moteur à chaîne et hybridé en plus. Bon, c'est parti, on reparle de la 208 enfin. Les amis, le sponsor du jour de cette vidéo, c'est Car Vertical qui me permet de vous faire des contenus toujours de meilleure qualité et surtout de vous aider à ne pas vous faire arnaquer sur Internet lorsque vous achetez une voiture d'occasion. Car Vertical, déjà avec le code MECA, ici vous avez 20% de réduction sur tous les rapports, mais surtout Car Vertical, ça me permet de voir ce qui s'est passé sur un véhicule d'occasion partout en Europe et dans 35 pays du monde. Là par exemple, une Citroën C3, je regardais, les tarifs ça vaut pas trop cher, une Citroën C3 d'occasion ça peut être une bonne affaire, mais là par exemple, on peut voir que ça va pas forcément être une bonne affaire de trouver une voiture qui était entièrement réparée, qui était quasiment épave. Souvent, c'est revendu à des professionnels qui retrafiquent un petit peu tout ça, qui camouflent des fois et ensuite qui revendent. Des fois, ça peut être bien fait, mais je vous déconseille d'acheter une voiture qui a eu plein de choses de remplacer suite à un accident parce qu'on ne sait pas exactement tout ce que ça a touché à chaque fois. Là, on peut voir qu'elle n'a pas été volée, que le kilométrage a bien évolué. Elle a eu une révision à 36 km quand elle était neuve, 11 000, donc ça veut dire que dans les 10 premiers 1000 km, elle a eu un accident et on peut voir qu'elle a été endommagée en Suisse avec entre 10 000 et 15 000 francs suisses, soit 10 à 15 000 euros de réparation. Ça sent pas forcément très bon tout ça. Et elle était suisse, ensuite elle a été examinée en France, donc c'est un véhicule qui était importé. Et voilà, perso, j'achèterai un véhicule avec un Car Vertical nickel, pas de problème ou pas d'accident, c'est toujours mieux pour vous. Bon, vous avez en tout cas MECA ici pour les codes de réduction, 20% et le lien dans la description qui vous amène directement à Car Vertical avec la réduction intégrée. Allez, on continue cette vidéo. Donc, cette nouvelle 208, elle se bagarre avec la Renault Clio pour être la première vendue en France. C'est soit Clio, soit 208, souvent les plus vendus. C'est vrai, je comprends pourquoi. La Clio, ça reste une super voiture. La 208 également. La 208, je lui trouvais vraiment un style lorsqu'elle est sortie avec ce nouveau restylage. Alors, avant celle-ci, celle qui avait juste un seul croc, en jaune, je la trouvais incroyable. C'était une des premières que j'avais fait sur ma chaîne. Je me suis dit, waouh, cette voiture, je comprends pourquoi elle se vend autant, parce qu'elle a un look incroyable. Là, restylage qui a été fait, on va en reparler rapidement. Ils avaient pris le pari à l'époque, Peugeot, de se dire on prend la même voiture, exactement le même look, et on fait soit des versions électriques, soit des versions thermiques. Ils ont gardé cette même philosophie, ils n'ont pas une gamme spécialement dédiée à l'électrique, c'est la même voiture à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que par exemple, si on prend Volkswagen, ils ont la gamme ID, voiture totalement différente, alors que là, chez Peugeot, ils disent on prend exactement la même chose, on change juste le dessous que les gens ne voient pas. Je trouve ça assez intelligent, parce que pour beaucoup, le look, ça compte énormément, et le fait qu'on n'ait pas forcément toute l'atmosphère voiture électrique, moderne, tech, je trouve ça plutôt intéressant. Moi, c'est un parti pris, mais pourquoi pas. Elle existe donc électrique, soit en 136 chevaux avec les anciennes motorisations, soit 156 chevaux avec les nouvelles motorisations et les nouvelles batteries. On l'a essayé sur la chaîne, il y a déjà une vidéo qui est dédiée avec une nouvelle batterie 51 kWh, qui au final nous donne un réel de 48,1 et sur l'ancienne, c'était un 46,3. On sait que l'ancienne consommait beaucoup, sur l'autoroute, c'était pas fait pour. Les nouvelles, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, elle gagne au 0 à 100, 8 secondes 2 comparé à 9 secondes à l'époque. Et surtout, maintenant, elles sont annoncées à 410 km. Bon. Au niveau des motorisations thermiques, ce qui nous intéresse aujourd'hui, soit les moteurs PureTech 1,2 litre, 75 chevaux ou 100 chevaux, ça c'est les anciens en boîte manuelle 5 rapports ou boîte manuelle 6 rapports, ça ancien. Nouvelle motorisation, nouveau moteur PureTech 1,2 litre, cette fois-ci distribution par chaîne, on n'a plus ces problèmes de courroie et cette fois-ci disponible en hybride, à chaque fois hybride 100 chevaux ou hybride 136 chevaux. Aujourd'hui, celui que je vous présente, c'est le 136 chevaux qu'on aura présent. La version 100 chevaux, ce sera le même, mais juste une cartographie différente, baissée un petit peu, soit un peu moins cher, mais c'est juste une cartographie au final. C'est une hybridation 48 volts. Alors,
au niveau de l'hybridation. Ils ont appelé ça hybride, mais hybride, il y a beaucoup de monde qui s'amuse avec ce mot hybride. J'aime pas trop parce qu'il y a plein de marques qui se disent ouais c'est hybride, mais souvent c'est du mild hybride. Mild hybride, c'est en gros un gros start and stop. Et j'aime pas trop qu'on joue sur ces mots-là parce que c'est un peu tromper les clients qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu, je vous avais fait une vidéo spéciale avec un ingénieur de chez Renault où on parlait de toutes les hybridations qui existaient, de la petite 12 volts, 48 volts, 400 volts, 800 volts. On avait parler de tout. Il y a une vidéo dédiée également sur la chaîne. J'aime bien faire des trucs un peu plus informatifs également parce que souvent on est perdu. Donc là, c'est un petit peu trompeur puisque c'est une hybride 48 volts. Donc c'est une micro-hybridation plus. C'est-à-dire qu'elle va jouer un rôle un petit peu comme une hybride, mais pas avec une aussi grosse batterie. Souvent, les voitures hybrides, les réels hybrides, les Toyota, les Clio, etc., c'est des batteries qui font environ 1 kWh, 1,2 kWh, ce qui est assez généreux. Là, on va être sur seulement 0,4 kWh. Et avec ce niveau de batterie, on ne va pas pouvoir faire un grand trajet en électrique ou même pas 1 km. Ce sera quelques mètres à chaque fois. Ça va permettre quand même d'économiser un petit peu d'essence qui va également, lorsqu'on est sur route, autoroute, à partir du moment où on est en phase de décélération, de récupérer de l'énergie grâce à un frein moteur, ça va également réduire un petit peu l'utilisation des plaquettes puisque celui qui anticipe bien, il pourra freiner un petit peu moins et anticiper plus avec justement ce freinage régénératif, on en reparle pendant cet essai lorsqu'on sera sur la route, mais également avoir des phases où lorsqu'on relance très peu, qu'on est dans une légère descente, juste avec un petit filet sur la pédale d'accélérateur, pouvoir rouler des petites parties en électrique, des fois quelques centaines de mètres, ce qui est quand même assez intéressant. Ça fonctionne comme une full hybride, c'est juste qu'on a une batterie beaucoup plus petite et on utilisera moins le 100% électrique qu'une vraie full hybride, mais ça reste tout de même assez intéressant. On verra les consommations lors de cet essai. Je vais vous faire un grand tour à partir de Poissy, tout au fond du 78 là-haut, pour aller jusqu'à Fontainebleau tout en bas là-bas, et ensuite faire des petites routes et revenir ici à côté d'Orly, pas très loin. On verra les consos, si c'est bien ou pas, et ça amène des avantages ou pas. Elle sera disponible en active, allure ou GT. Cette voiture, comme d'habitude aujourd'hui, c'est une finition GT, c'est le plus haut de gamme. Elle sera disponible en 7 couleurs. Là, je l'ai dans un petit blanc. Dommage que je n'ai pas ce nouveau jaune Agueda, je crois qu'il s'appelle, qui est une option gratuite en plus, où, waouh, on la voit, elle se fait remarquer. Ça m'a rappelé un petit peu d'ailleurs la Mercedes SLS électrique qui était sortie avec ce jaune un peu fluo à l'époque. Ils ont repris un peu le même principe et j'aime la couleur. Blanc, c'est sympa, hein, mais c'est un peu triste. Ça fait trop voiture de société, je trouve. N'hésitez pas à me dire. Vous êtes plutôt couleur blanc, gris, noir ou bleu, vert, jaune, comme la nouvelle Renault R5 qui est sortie où les couleurs elles sont pop. J'adore. J'ai besoin de couleurs dans ma vie. 4,05 m de long, 1,75 m de large pour cette voiture sur 1,43 m de haut et un empattement de 2,54 m. Au niveau du poids, donc si on a une version 100% électrique, on est sur 1455 kg. Ça, c'est pour les versions les plus lourdes. Ensuite, on a les versions standards qui sont entre 1000 et 1100 kg selon les motorisations et la version hybride un petit peu plus lourde puisqu'on rajoute un moteur électrique et une petite batterie qui pèse quand même quelques kilos, 1200 kg pour cette voiture. Les amis, quelque chose un petit peu à part. On est entre 1 200 000 et 1 900 000 personnes à regarder cette chaîne tous les mois. Ça me fait énormément plaisir et grâce à vous, Mécanique Sportive maintenant fait partie des plus gros médias français en termes d'audience sur YouTube. Un très important, c'est que vous puissiez vous abonner, ça me permet justement d'étendre un petit peu tout ça et vous faire des essais de plus en plus réguliers et surtout d'être toujours dans les premiers, vous faire des essais complets. Et un grand merci à ceux qui cliquent sur la souscription qui est seulement à 99 centimes par mois, qui soutiennent la chaîne et grâce à ces gens-là, ça va me permettre de faire évoluer petit à petit et de vous proposer de nouvelles choses. Mon but, c'est toujours de vous créer du contenu de plus en plus qualitatif et on va essayer d'y aller step par step, mais il va se passer des choses toujours plus cool. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent et pour les souscriptions, c'est un vrai plus et ça me va droit au cœur. Merci à tous. Je repasse juste très rapidement sur l'e-Tech puisque je vous ai déjà présenté cette voiture, mes nouveautés. Donc là, on a le grand toit vitré, mais ce capot qui change quasiment pas. Par contre, là, ça c'est ce qui change le plus sur cette voiture. Les blocs optiques ici, plus la partie basse. On passe cette fois-ci à 3 griffes. Avant, c'était une seule griffe plus longue qui partait directement du phare avant et qui descendait, ce que je trouvais vraiment très sympa. Là, on est en 3 parties. Ça, j'attends vos avis également. Vous étiez un petit peu à le donner sur la version électrique. Sur la version hybride, j'aimerais bien aussi connaître votre avis. Donc cette fois-ci, 3 LED ici, le clignotant un petit peu plus bas. Là, ici, les 3 griffes. C'est différent. Bon, pourquoi pas. Je trouve que ça fait peut-être un poil chargé. J'aimais bien la finesse de l'autre. Ça devient un petit peu plus chic et élégant. Mais il fallait évoluer un petit peu également pour
rendre la voiture plus moderne. Pareil sur l'avant, nouveau logo ici, Peugeot, nouvelle écriture 208 juste au-dessus, une petite caméra ici, puisqu'on a un pack de caméras avec l'avant et l'arrière, et sur les côtés, non toujours pas, hein, c'est toujours Peugeot, donc, et qui s'imagine avec la caméra avant et arrière lorsqu'on avance et qu'on recule. Cette partie qui part avec des lignes blanches qui viennent se fondre petit à petit sur la carrosserie, sur les côtés. Un gros capteur ici pour les aides à la conduite, puisqu'on a quand même conduit de niveau 2, ça permet de lâcher les mains avec les caméras qui suivent la route, et ça qui nous donne un régulateur adaptatif, bien sûr stop and go, etc. Vous connaissez sous le capot, comme vous pouvez le voir ici, c'est la motorisation hybride, 136 chevaux. Le hybride 100 chevaux sera exactement le même, ou sinon on aura donc les PureTech 75 et 100 chevaux avec les boîtes manuelles. Cette fois-ci c'est la boîte 6 qui est une nouvelle boîte automatique qui change également. Ce n'est plus la EAT8, elle a évolué et on passe en 6 rapports. Sur le côté, comparé à l'ancienne, peu d'évolution, ça reste toujours le même style, la 208, les arches de roue qui sont peintes sur cette version GT qui sont jolies, des nouvelles jantes, on aura 3 styles de jantes différents en 16 ou en 17 pouces. Le toit vitré sur cette version, ensuite des entourages noirs, des poignées de chourti, frigo, et le petit rappel GT ici, pareil, avec une nouvelle écriture qui évolue de ce côté-là. La trappe à essence, on verra lorsqu'on conduit. Pendant mon essai, je crois que je pars à 600 km de base lorsque je récupère la voiture, parce que ça anticipe justement par rapport à la conduite précédente. Et je suis monté pendant l'essai jusqu'à 760 km d'autonomie après avoir roulé déjà 40-50 km. Donc, selon les conditions, on pourra faire peut-être entre 700 et 800 km en réel, voire un petit peu moins si vous conduisez de façon un petit peu plus brutale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces jantes ? Je suis assez mitigé, j'ai pas trop d'avis, je sais pas trop quoi en penser. Et toutes ces nouvelles jantes que l'on voit chez Peugeot, j'aimerais bien votre avis pour me décider. Un petit 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime bien en ce moment, et surtout pour voir là ce long béquet ici qui donne vraiment un côté sportif presque, et j'ai l'impression que c'est presque une 208 GTI, c'est tellement long, bien profilé et autres, il a vraiment du style. L'antenne type requin là-haut, le petit GT qui rappelait de ce côté-là aussi, et ces nouveaux blocs optiques à l'arrière avec ces 3 lignes maintenant qui sont les nouveaux feux arrière, ça évolue et ça sera toujours différent entre les versions entrée de gamme sur des Active Allure ou des GT qui sont cette nouvelle signature lumineuse ici 100% LED. Sur le plein arrière, le popotin, comme nous dit notre ami Kwame de Planète GT, assez large sur le bas, on voit qu'elle est bien posée. Ensuite toujours ce bandeau ici qui traverse du feu à l'autre feu sur l'arrière qui intègre maintenant le lettrage Peugeot ici. Avant, on n'avait pas marqué de cette façon. Hybride, notez ce côté, version hybride, 208, là-bas pareil, donc tout ça avec les nouvelles écritures. On retrouve quelque chose qui est peint sur tout l'arrière, l'essuie-glace ultra pratique, le troisième feu stop cristal intégré en haut, la caméra de recul juste au-dessus de la plaque, double sortie d'échappement, ça je trouve ça sympa, comme sur des GTI à l'époque, c'est beaucoup plus joli. Et ça amène du style et c'est de plus en plus rare de voir des belles sorties d'échappement. Et là, je suis content de l'avoir. Au niveau du coffre, donc selon les versions, vous aurez des coffres différents. Là, on est sur une version hybride. On est à 352 litres sur les versions thermiques. Les versions électriques ont moins de coffres, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, on a les moteurs à l'avant. Mais c'est comme ça. 309 litres sur les autres, 352 ici. Et l'avantage, c'est que également en dessous, j'ai une roue de secours, une vraie roue de secours. Et ça fait plaisir parce que lorsqu'on crève, c'est bien pratique. Ça m'est arrivé de crever il n'y a pas longtemps avec une voiture. Merci à celui qui se reconnaîtra qui était venu me dépanner. Parce que, voilà, les kits anti-crevaison, c'est pas pareil. Hop, hop, parce que je m'étais pris une grosse vis. Le Nico rentre toujours dedans, ça passe sans problème. Ça me fait faire toujours un petit peu de sport à chaque fois, ça. Faut que je continue, hein, parce que sinon je vais rouiller. Et bon, c'est plutôt pas mal. Ça suffit lorsqu'on est un jeune couple et je suis pas sûr qu'une poussette rentre, quoique. Ouais, c'est assez spacieux, petite poussette. Il faut pas des grosses poussettes pour 4 enfants. J'ai vu ça l'autre fois, 4 dedans, avec les bébés qui se regardaient comme dans un van à l'arrière. Je trouvais ça marrant. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner? Alors bon, ça reste une petite voiture, la 208. Donc, avec moi, je suis assez grand. Il faut quand même se faufiler entre le siège là, la portière et... Alors l'appui-tête, il faut surtout le relever parce que sinon, il est en plein milieu du dos. Mais la tête qui cogne un peu partout pour quelqu'un de grand, c'est pas hyper accessible. Au niveau de la portière arrière entièrement en plastique dur, un petit peu travaillé quand même. Petite baguette ici qui est plus jolie. Et un petit accoudoir en Sky. Alors, Nicolas, 1m80. Si je me mets vraiment droit, alors j'ai la tête qui tape derrière là-bas, et la tête qui vient taper devant, ici, si je me mets en avant.
j'ai la tête qui tape aussi à gauche. C'est vraiment très très étroit ici. Alors si je me mets un petit peu plus relax, je me tasse un petit peu sur les longs trajets, à voir, mais ouais, en fait quand je m'appuie la tête ici, j'ai l'appui tête qui me touche et la partie sur le plafond aussi. Si je me mets là, ça va, j'ai un peu d'espace, mais c'est pas extrêmement généreux pour quelqu'un d'1m80, 1m90. Je pense qu'on sera quand même bien étriqué. Il me reste un petit peu de place quand même au niveau des genoux. Là, c'est ma position de conduite actuellement. Ça va, c'est correct. Et pour les pieds, par contre, la bonne chose, c'est que j'ai énormément de place sous les sièges pour passer mes pieds parce que les rails sont montés bien plus haut. Et ça, c'est un vrai avantage qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur les voitures électriques parce que le plancher est beaucoup plus haut. On retrouve un port USB type A, un port USB type C. Ici, à l'avant, on retrouvera 2 USB-C, donc on a quand même de quoi recharger bien les téléphones. Fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici, toujours avec les petits zips que je trouve toujours intéressant et une belle sellerie sur cette finition GT avec une sorte d'Alcantara et cette finition typée cuir avec les couleurs un peu kryptoniques comme on retrouvait sur la version PSE. Je trouve vraiment très sympa. Les filets à l'arrière toujours, c'est parti plastique à l'arrière des sièges et un toit, alors pas un vrai panoramique, mais un toit ouvrant. Il est ouvrant ou pas celui-là? Non, il est juste vitré. Un toit vitré qui vient jusqu'à là, qui aurait pu être peut-être sympa s'il allait un peu plus loin. Mais s'il y avait eu ce déport plus ici, ça aurait été gênant. Donc pourquoi pas? Et en vrai, j'en profite déjà pas mal comme ça. On a tous des poignées, des LED pour les 2 personnes à l'arrière. La banquette se rabat en 40-60. Un tunnel central ici. Lorsque je passe au milieu, alors ça, c'est monté sur des lanières, donc ça me permet qu'elle ne me gêne pas. L'assise est plutôt confort ici au milieu, c'est une bonne chose. Le dossier est très moelleux, plus que sur les côtés. Ça, c'est une bonne chose. En fait, je suis très bien ici. Alors, au niveau de la tête, ça revient à la même chose. Je suis un petit peu plus haut, donc je vais venir toucher plus facilement. Et en plus, il y a une partie plastique ici. Donc, si je suis grand et que je me prends en dodane, il y a peut-être moyen que je me blesse au niveau du crâne. Au niveau des genoux, ça va, il me reste encore de l'espace. Et pour les pieds, il faudra par contre que j'aille chez les copains sur les côtés. Parce qu'au niveau des rails, c'est pas très pratique. Et comme il y a une zone qui est un petit peu en pente, si je me mets comme ça, en fait, j'ai les pieds qui glissent et ça me tord les pieds. Donc, un petit peu sur le côté. Ça, je ne sais pas trop pourquoi il y a des tunnels comme ça ici. Parce que voiture électrique, normalement, c'est plancher plat. Et voiture traction, il n'y a pas vraiment besoin. J'aimerais bien qu'on m'explique si un ingénieur parmi vous qui travaille chez Peugeot, ou si vous connaissez quelqu'un, vous le taguez dans les commentaires et qu'il me mette pourquoi, s'il vous plaît. Voilà, au cas où. Allez, le petit tour que vous aimez bien. Donc, tour de la voiture. L'avant, on voit qu'il est quand même assez imposant. Et lorsqu'on est là, on se dit waouh, sacrée gueule quand même. Mais ça fait bien massif. Allez, on fait le tour. Comme ça vous donne les proportions. Alors là, je suis un petit peu en grand angle. Ça déforme un poil. Ça arrondit un petit peu. Et cet arrière, voilà quand même du style. Hein. Et ce petit pot d'échappement dont je vous parlais, que je trouve quand même bien cool. L'arrière, le 3/4 arrière, les feux qui sont allumés. Ça va sonner un petit peu parce que j'ai laissé les feux allumés. Et sur ces portières, donc cette partie ici aussi assez travaillée, que l'on voit lorsqu'on est comme ça. Et sur le côté. Attention les oreilles. Ah non, ça va. C'était mignon. Portière avant. Alors, plastique dur, pareil, quasiment partout. Le petit accoudoir ici en Sky. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur. Juste ici, c'est toujours les mêmes sur toutes les voitures de la marque. Le petit liseré ici LED qui est bien sympa et toujours cette imitation carbone qui donne du style sur les versions GT. Le beau seuil de porte Peugeot. Des sièges ici avec les petits massages qui sont très sympas. On peut régler les bourrelets également. Et siège électrique seulement pour moi. Le siège passager sera lui manuel. Donc il faudra forcer un petit peu. On a ici un gros pack. Donc je pense que les batteries ici sont à cet endroit-là. Donc on peut le voir ici et les rails sont surélevés. Et on le voit. Donc c'est pas comme ça à l'arrière. Regardez, je vous montre. Je vais bientôt vous montrer. Donc ici c'est bien creusé. Et ensuite sur la partie avant, on voit que c'est relevé à cet endroit-là. Donc les sièges de cette façon, cette texture douce ici, cette partie ici mi-tissu, mi-sky. Et les sièges sont plutôt beaux. La partie toit vitré sur le haut, qui est assez intéressante, qui amène de la luminosité dans cet habitacle qui est très noir. Au final, ce qu'on peut voir là, c'est du noir ou du gris très foncé. Pédalier. Version GT, donc pédale métallique, de quoi ouvrir le capot. Et donc je vais me reculer.
met un petit peu de temps. Bon, au moins, plus c'est lent, plus c'est précis. Hop, lorsque je referme, voilà à quoi ça ressemble dans ma voiture. Donc, chez Peugeot, on a toujours ça. Et le compteur est sur le haut. Alors, pour trouver sa position, il faut se positionner assez haut chez Peugeot. Donc, on regardera le compteur comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le contact. C'est toujours plus sympa. Voilà à quoi ça ressemble lorsque je suis conducteur. Voilà, c'est exactement ce que je vois. Le volant, peu d'évolution. On a le petit rappel GT sur le bas. Logo Peugeot au centre, de ce côté-là, la musique, décrocher au téléphone, changer de radio, la liste pour la radio et les sources, Bluetooth, radio AM, DAB, etc. De ce côté-là, le volume, si je reste appuyé sur moins, ça se met en mute, si je touche les deux en même temps, ça se met en mute également. Commande vocale et de quoi faire défiler le tableau de bord juste là-bas, avec les personnel 1, navigation, etc. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, vous connaissez, je vous avais déjà fait des vidéos. Sur la gauche, le kilométrage restant. Là, on peut voir la vitesse ici. Lorsque c'est bleu, c'est la vitesse qui est lorsque je suis en électrique. Lorsque c'est blanc, c'est les chiffres lorsque je roule en thermique. Des aides à conduite ici. Et la voiture, elle a 800 km. Elle est toute neuve, comme je vous disais. Toujours ce tableau de bord ici avec des entrées sur les côtés. Avec des choses qui a du style. Hein. Ils ont quand même toujours eu un petit truc. Et j'ai pas la version 3D aujourd'hui. Sinon... ah si, il y a le 3D. En fait, je me suis tellement habitué. Donc la version 3D, c'est juste que c'est un reflet sur cet écran ici qui est incliné. En fait, il y a un écran en haut, il y a un écran au fond. Au final, ça me donne cette sensation de 3D. C'est juste que je commence à m'y faire tellement que je le vois moins qu'avant. Mais ça a toujours beaucoup de style. L'écran ici, 100% tactile avec la nouvelle interface de chez Peugeot, les nouveaux menus, ce nouveau style. On peut voir donc ces trucs qui défilent avec le doigt, le gauche-droite, toujours les widgets. On a des raccourcis sur le haut et ensuite on a toujours ce piano ici avec des raccourcis encore sur le haut avec par exemple les aides à la conduite, les ADAS qui sont ici avec un raccourci, une touche Home. On peut avoir des touches personnalisables ou pour faire défiler, il me semble, ça marche ça ou pas? Non, ça marche pas. Et le raccourci climatisation de ce côté-là. Siège chauffant pour moi et mon passager en tactile également. Le volume de ce côté-là. Économie d'énergie, ok, parce que j'ai pas démarré la voiture. Et les raccourcis ici, recyclage d'air, éteindre la clim, climatisation au max, warning, verrouillage du véhicule, des embuages avant, arrière. 2 ports USB-C, un de ce côté-là, un de ce côté-là. Celui-là, c'est juste pour recharger. Celui-ci, c'est pour connecter votre téléphone. Donc, moi, j'ai mon petit câble juste ici. Et on a même le CarPlay également en sans fil. Donc, je connecte de ce côté-là. On retrouve ensuite cette partie ici avec un chargeur par induction si vous êtes en sans fil, quoi mettre des stylos et autres. Alors ça, j'aime bien cette petite boîte qui sert soit à mettre son téléphone là ou à être refermé. Lorsque c'est refermé, c'est en laqué. Boîte également où on peut mettre son téléphone, prise 12 volts comme on connaît. Le sélecteur de vitesse est ici, parking. Drive, je tire vers moi, reculer de cette façon. Je peux passer en manuel puisque c'est une boîte 6 rapports et j'ai des palettes derrière le volant comme vous pouvez voir là, moins et plus. Même si c'est une hybride, pas de récupération d'énergie, pas de mode B sur cette voiture. Cette partie toujours ici un petit peu imitation carbone qui est jolie. Frein de stationnement, les drive modes, éco, normal ou sport et la clé ressemble à ça. Pas d'évolution des clés chez Peugeot à part ce nouveau logo qui évolue comparé aux anciennes. Double porte-gobelet, la couloir ici, donc chez Peugeot par contre ils ont un truc intelligent, c'est toujours d'en faire des as profonds. Hop, et il avance en plus, ce qui est plutôt pratique et il est un petit peu moussé, ce qui le rend assez confortable. De ce côté-là on retrouve également cette partie un petit peu imitation carbone, on dirait une sorte de vinyle, alors je sais pas trop comment c'est fait. Et la boîte à gants. Comment ça marche? On vient la tirer ici. Par contre, les boîtes à gants également, c'est très très bien chez Peugeot, c'est toujours ultra spacieux. Là, c'est un vrai avantage qu'on a. On peut mettre 2 grandes bouteilles d'eau ici à l'intérieur. Ça, c'est un vrai plus. Tout comme dans les portes, on a beaucoup de rangements. Les sièges, donc je vous les ai montrés. Le haut, ça ressemble à ça. Il commence à faire un petit bout de ciel bleu, c'est mignon. La touche SOS, la touche assistance également. Ici, les LED en tactile. Je peux soit tout allumer, soit ma petite LED à moi. Je sais pas pourquoi il n'a pas envie là. Ok. De ce côté-là, le miroir avec des LED. Il ne fonctionne pas vraisemblablement. Est-ce que ça fonctionne là? Pourquoi il n'a pas envie? Mais je démarre la voiture. Je trouve ça bizarre, ça m'a jamais fait ça. Ah, ok, il faut démarrer la voiture pour que ça marche. Ok, pourquoi pas. Et donc cette fois-ci, ok. Il
faut qu'il y ait le contact demi pour avoir les LED. Poignée pour tout le monde, comme je vous disais. Les rétroviseurs comme ça, avec l'avertisseur d'angle mort. On a plein d'aides à conduite, des haut-parleurs là et dans les portes, et une sono qui est plutôt correcte. Bon, je viens de démarrer la voiture, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'elle est démarrée, pas de changement. Et il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture sur la route et voir ce que ça donne et regarder les consos. Je vous refais un petit débrief à la fin. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti avec cette nouvelle 208 hybride 136 chevaux. Je viens de remettre les compteurs à zéro. Là, elle est à l'arrêt, donc avec le mode hybride. Quand je vais repartir, elle va redémarrer. Petite assistance électrique, comme je vous disais dans cette vidéo. Je pars ici de Poissy, l'usine est juste derrière moi. On va aller jusqu'aux alentours de Fontainebleau, 102 km ici, donc on va faire un petit peu plus de 100 km sur cet essai avec vraiment un mixte, voir ce que ça donne. Drive, je tire toujours vers moi, je peux passer en manuel, il n'y a pas de mode B parce que c'est pas une vraie hybride. Donc c'est un mild hybride plus. Et on peut le voir si par exemple je pars tout doucement comme ça, elle part en électrique et à partir du moment où j'appuie tout petit peu plus, elle redémarre. Alors la transition est très douce et imperceptible. On va juste sentir le moteur démarrer une fois qu'il est démarré avec quelques petites vibrations et niveau sonore puisqu'on va l'entendre se démarrer. L'électrique c'est vraiment très silencieux et ensuite une fois que le moteur tourne, eh bien ça s'entend. Bon, j'ai laissé Waze, c'est pour ça les petits ding, les petits radars, tout ça, vous connaissez. On est habitué chez nous. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en France, on n'a pas tant de radars que ça. Quand je visite certains autres pays, je me dis qu'il y a certains où ils sont vraiment très stricts et très sévères. Donc, je vais avoir mes aides à la conduite ici, limiteur, cruise control, régulateur adaptatif, 50 km/h. On est en ville, petit goudron un peu dégradé, goudron beaucoup plus propre. Cette fois-ci, c'est bien plus agréable, c'est toujours bien insonorisé, enfin c'est correct. Là, on entend beaucoup plus le goudron. Alors, ça reste une petite voiture, c'est pas la 508, donc forcément, ce sera un petit peu différent. On entend un petit peu plus que dans des voitures plus grosses. Ça reste toujours ce petit volant. Elle a l'air par contre hyper molle lorsque je fais ça. Et pareil, lorsque je passe sur des anomalies, des dodanes et autres, j'ai passé à l'intérieur. Eh bien, ça a l'air hyper confortable. À voir ce que ça va donner sur des routes. C'est bien plus sinueux puisque je vais l'emmener voir ce que ça donne également sur des zones sinueuses et de façon très dynamique en espérant que ce soit pas mouillé parce que la météo en ce moment c'est un petit peu bizarre, mais on va tester ça. L'autonomie affichée avec le réservoir plein à 100% m'affiche 600 km d'autonomie et on va regarder ce que ça donne niveau consommation. D'ailleurs, je vais me faire un petit peu plus de ville que d'habitude là. Je vais essayer de tourner un petit peu plus en ville, voir ce que ça donne et ensuite aller me diriger vers Fontainebleau. Et sûrement comme je vais arriver un peu plus tard, je vais peut-être me taper les bouchons. Ah, par contre, il y a un truc intéressant et que j'aime bien là tout de suite, c'est que quand je relâche la pédale d'accélérateur, il y a un freinage régénératif électrique et qui est quand même assez intéressant, qu'on retrouverait presque digne d'une vraie hybride. Donc là c'est plutôt pas mal. Non, quoique en fait c'est vraiment une hybridation assez intéressante. L'impression que c'est mieux que ce qu'il y avait la dernière fois quand j'ai essayé sur le 3008. Mais 3008 qu'on avait essayé l'autre fois, c'était pas encore au point. Il nous avait fait essayer les voitures un petit peu trop en avance. Là c'est beaucoup mieux. On a essayé ce moteur également sur la C5 Aircross. J'avais adoré, où les consommations étaient franchement bonnes. Et là par exemple en ville, ça me permet de rouler quand même une grosse partie en électrique. Et à chaque fois que je relâche, je recharge un petit peu. Ce qui me permet ensuite de refaire quelques petites phases en 100% élec, où les zones où j'appuierai très peu sur l'accélérateur seront pareil en électrique. Donc là, pour le moment les moyennes sont très correctes. Enfin là ça sert à rien, ça fait trop peu de temps que je roule pour vous faire quelque chose de concret. Et lorsque je suis à l'arrêt, bien évidemment, cette fois-ci hybridation, pas de vibration, pas de moteur qui redémarre. Ça c'est le côté confortable également hein, sur les voitures électriques ou hybrides. Démarrage en élec et tout de suite le moteur qui se redémarre un petit peu. À partir du moment où je ralentis, il se recoupe assez rapidement pour pouvoir repasser en phase électrique. Bon ça c'est top parce que à l'arrêt, consommer je trouve ça ridicule. Le start and stop pour moi c'est la meilleure invention qui a été faite. Il ne devrait rien avoir sur toutes les voitures du monde.
Et le gros avantage, c'est que là, on repart à chaque fois en élec. Et dans les bouchons, ça va être un gros avantage d'avoir ce côté hybride plus. Alors par contre, il y a des petits bruits spécifiques à ce moteur. Quand on ralentit, on a une sorte de petit sifflement comme si ça récupérait de l'énergie. Et le moteur, ça reste un 1,2 litre, donc petit moteur, 3 cylindres. Par contre, qui est nouveau, qui évolue beaucoup comparé à l'ancien 1,2 litre PureTech sur lequel on sait qu'il y a eu pas mal de soucis. Là, c'est nouveau, distribution par chaîne, nouvelle boîte de vitesse, 6 rapports, ce n'est plus les EAT8. Donc tout a été revu sur ces blocs et combinaisons, et surtout avec cette nouvelle hybridation. On peut le voir en élec. On a un petit peu de puissance, ça amène du couple, on sent que la voiture décolle assez facilement pour la ville où on n'a pas besoin d'aller forcément trop vite. Et lorsque j'appuie un petit peu plus, ça met un petit peu de temps. Par contre, elle n'hésite pas à tomber un rapport et ensuite vous emmener et dire vas-y, c'est bon, je suis prête. Et ouais, il y a un petit délai d'attente à partir du moment où vous allez appuyer et le temps que ça comprenne. On a bien sûr toujours plusieurs drive modes, le normal, le Eco et le sport. Le sport qui me redémarre le moteur, puisque là il se dit ah, il y a peut-être besoin d'un petit peu plus de puissance, et au final c'est 136 chevaux, c'est la puissance cumulée avec l'électrique plus le thermique qui donne les 136 chevaux et un petit peu plus de couple. Et là cette fois-ci, là c'est tout de suite beaucoup plus nerveux, c'est bien différent au niveau de l'accélération. Il tombe les rapports un petit peu plus vite et on sent que c'est un petit peu nerveux. J'ai hâte de l'emmener tout à l'heure sur les petites routes sinueuses, voir ce que ça donne. Alors ça fait que 136 chevaux, mais ça devrait suffire. Et puis c'est toujours ce petit volant qui est assez marrant. Alors ça me donne l'impression de conduire à des petites voitures jouées à chaque fois, les Peugeot, parce que justement c'est un tout petit volant. Là je trouve que ma position, je l'ai trouvée assez rapidement dans cette 208. Je suis pas trop mal installé et le petit volant ça va. Allez, là je vais aller me mettre à 70 ici. Donc je mets mon régulateur. Je sens absolument pas les vitesses passer, c'est très fluide. Alors je sais pas à quel régime moteur je suis, parce que de nos jours, de plus en plus, les constructeurs font en sorte de cacher les régimes moteurs. J'ai l'impression que c'est devenu tabou limite de voir à combien on roule. Alors là il a détecté le scooter, je vais essayer de le doubler. Alors, le bruit du moteur est toujours un petit peu présent, ça reste donc 3 cylindres, c'est un bruit caractéristique qu'on entend quand même pas mal. Après, à régime stabilisé, c'est assez discret. Là, on passe en descente, donc je repasse en électrique. Et ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas l'affichage de ce qui se passe avec la voiture, on sait qu'on est en électrique lorsque les chiffres passent en bleu au tableau de bord. Et à partir du moment que c'est en blanc, là ça vient de repasser en blanc, ça veut dire que c'est le moteur thermique qui tourne. Je trouve ça assez intéressant d'avoir cette signalétique là, pour savoir lorsqu'on est en électrique ou pas. Alors pour le moment, on a une moyenne à 6,4 litres. Je trouve pas ça extraordinaire pour une voiture hybride. Alors après, c'est pas une vraie hybride comme on dit, c'est juste une hybride, enfin une mild hybride plus. On va voir sur le long trajet ce que ça donne, puisque sur ces 5 Aircross, j'avais fait des consos assez intéressantes. Là, il va y avoir plus de roulants avec beaucoup de 110, surtout beaucoup de 110. Et sur le retour, je me ferai pas mal de 90. On verra ce que ça donne sur l'entièreté du trajet. Donc là, on va aller se mettre tout de suite à 90. On va commencer à 90 dans un premier temps. On va passer sur les plus hauts lents, régulateur. Moi, ce que j'aime bien, j'appuie sur le petit bouton ici. Et ça me met la conduite de niveau 2. Donc à partir du moment où le volant s'affiche en vert, c'est la voiture qui conduit. Ça, c'est les options, comme je vous le dis assez souvent, si vous regardez régulièrement la chaîne, c'est ce que je préfère sur une voiture de nos jours. Parce que moi, je conduis énormément, je traverse toute l'île de France. C'est pas forcément de la route plaisir. Là, par exemple, je prends pas forcément de plaisir à conduire. Donc, les aides à conduite, pour moi, sont un vrai plus au quotidien. Et ça me déstresse. C'est plus intéressant. Donc là, je suis en phase de montée. Et même avec le moteur en contrainte, ça reste assez discret. Je trouve ça plutôt bien. Mais c'est ça. Et d'une, déjà, je me fais conduire. C'est assez intéressant. Et ça reste bien même sur les bouches d'égout et autres. La suspension filtre bien. La voiture est confortable et même ses sièges, ils ont un côté un petit peu... ça rebondit un poil. Il reste assez agréable.
passer une zone à 110. Je vais laisser le temps que les gens passent parce que souvent ils se mettent pas à la bonne vitesse. Je vais essayer de relancer un peu. Alors ça relance, ça va, c'est pas extraordinaire. Alors je suis en mode normal, je suis pas en mode sport. Ça permet pied plancher. Ouais, ça y va, mais c'est pas waouh. Il se passe pas quelque chose de waouh. Allez, je vais mettre le régulateur à 110, donc il va s'adapter aux voitures de devant, toujours mes aides à la conduite. Au niveau des camions sur le côté, la sonorisation n'est pas trop mauvaise. J'entends peu ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est une bonne surprise pour une 208. C'est assez agréable. Par contre, ce qu'ils vont mettre, c'est quand les gens se mettent sur la voie de gauche et qu'ils roulent à la vitesse des camions. C'est comme quand un camion double un autre camion. Allez, là ça relance, il se pousse. Merci. On va aller se mettre à 110. Ça, il va gentiment. Alors, à 110, je commence à avoir un petit peu de bruit du vent sur le haut, puisque on a ce grand toit vitré. Alors forcément, ça fait toujours un petit peu plus de bruit, les toits vitrés. Légèrement sur les côtés au niveau des rétroviseurs, mais sinon ça reste plutôt bien insonorisé. Le bruit de roulement reste contenu. Je me fais toujours conduire, je suis tellement fan de ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Au bout de combien de temps elle va me dire remets les mains? Ça y est, gardez les mains sur le volant. Et au bout de combien de temps elle va m'avertir vraiment? Là, c'est pas trop triste. Ah, ça y est. Voilà, hop. Par contre, chez Peugeot, c'est pas des volants capacitifs. Il faut tourner un petit peu le volant, laisser toujours une petite pression. Et donc là, par contre, elle s'est désactivée et elle met quelques petites secondes avant de se réactiver parce que elle vous a prévenu. C'est pour vous dire, garde les mains sur le volant, c'est obligatoire dans la loi. Donc je continue, mais là il y a une zone descendante. Je veux voir ce que ça donne si je relâche, même si sur autoroute ça fait que ça passe en élec. Et oui, ça passe quand même en électrique, même à 110 km/h. Si j'ai relâché un petit peu et qu'on est une petite pente descendante, ça repasse en thermique et la transition est franchement imperceptible. À haute vitesse, j'entends pas le moment où le moteur s'éteint ou il se réactive. Là je relâche, je passe en élec. Là je reste un tout petit filet pour garder la descente. Et je le sens pas du tout. Et donc là je suis en électrique à 100 km/h. On descend un petit peu là au niveau de la consommation. On est passé à 5,5 litres de moyenne sans dépasser les 110 pour le moment. Pour vous faire une petite idée de l'intérieur, petit bandeau LED de ce côté là et sur ma portière. Et également on peut voir quelque chose d'assez simple, mais ça amène une petite touche supplémentaire bien sympathique. Moyenne à 4,8 litres, ça baisse, plus je roule plus ça baisse, c'est assez intéressant. Là je suis en électrique, ça récupère pas mal, j'ai toujours mes aides à la conduite, c'est la voiture qui me conduit. On va voir si on a bien la fonction stop and go, mais pour moi oui, puisqu'on a la conduite de niveau 2. Donc la voiture va venir s'arrêter par elle-même directement, 0 km/h, et elle repart. Gros avantage avec cette nouvelle motorisation, c'est plus comme l'ancienne EAT8 où c'était disponible et on sentait que la boîte était toujours en contrainte et ça me faisait mal pour la mécanique. Alors que là ça s'arrête vraiment, en plus on est en électrique, ça découple justement l'embrayage et on sent que ça ne force pas et ça repart en électrique, ce qui est beaucoup mieux. Et même au niveau des vibrations et autres, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et là donc dans les bouchons, je reste en 100% électrique. Alors après 75 km réalisés pour le moment, j'ai fait beaucoup de 110 comme je vous disais et autres. J'ai une moyenne pour le moment à 4,9 litres, ce qui est franchement assez intéressant. Je vais rappeler Arnaud juste après, je vais vous faire le petit bout à 130 juste avant. Donc là on passe à 130 ici, elle est pieds dedans. 126, 130. Ça accélère correctement, si j'ai besoin de doubler, c'est suffisant. Donc ici on est à 130 km/h sur cette partie d'autoroute. 130 km/h, un petit peu plus de bruit du vent. J'ai mis la GoPro là-haut donc je peux pas refermer le rideau, mais si on referme le rideau on a un petit peu moins de bruit. Ça insonorise un petit peu mieux puisque le bruit réverbère sur le verre.
reste correct. Le moteur, comme je suis à régime stabilisé, au final, on l'entend assez peu. Donc boîte 6 rapports seulement cette fois-ci, hein, et non plus 8 comme avant, comme je vous le disais. C'est pas gênant même pour faire de la route. On se met un petit peu de musique avec une qualité sonore qui est quand même assez intéressante sur cette voiture. Et c'est vraiment pas mal. Je vais regarder la conso en instantané. Là c'est à peu près plat, c'est limite un poil descendant. Je suis à 6 litres 1 en instantané. Je pense que ça me paraît à peu près correct. Alors, 91 km réalisés, 4 litres 9 de moyenne. Bon, ça n'a pas trop évolué sur la fin. C'est plutôt bien, 4 litres 9 de moyenne. Là, on arrive sur des petites routes de campagne. On va voir ce que ça donne dans ces conditions. Alors, il y a des voitures qui arrivent ici. Je vais les laisser passer. Pas trop serrer la voiture parce qu'elle est encore toute propre. Je vous ai pas encore fait la présentation de l'extérieur. On a une puissance suffisante, je trouve. Alors, c'est pas extraordinaire, mais 136 chevaux, c'est pas mal. Ouh, ça tourne plutôt bien. C'est assez intéressant. C'est un petit côté avec un ressenti assez léger. J'aime bien. Et oula, c'est très sale ici. On va ralentir. Hop, merci monsieur. Oh, ça relance quand même assez correctement. Clairement, on n'a pas besoin de plus dans la vie de tous les jours. Et même dans les anomalies, ça passe plutôt bien. Il va y avoir le gros trou là, juste après le virage. Et je vais pas pouvoir le prendre à la vitesse que je le prends d'habitude, parce qu'il y a une voiture qui arrive. On va laisser l'air pour le gros trou. Ici, ça passe un peu plus vite. Ça s'appuie un peu. La voiture reste quand même assez confortable. Oh, c'est tout sale. Je vais salir la voiture. Bon, allez. Je vous reprends un petit peu plus loin lorsque c'est vraiment sinueux. On va voir ce que ça donne. Et on se fait le 0 à 100 aussi. Je viens de constater là, en étant en plein milieu des champs, absolument aucun bruit, que le bruit piéton, qui est obligatoire sur la voiture électrique, on l'entend pas mal lorsqu'on est à basse vitesse. Et il y a des petits bruits de sifflement et autres qu'on entend tout de même avec cette hybridation. Et qui disparaissent lorsque le moteur thermique se démarre. Donc il y a des petits bruits électriques qui font que ça remonte avec des petits sifflements. Et ça c'est vraiment quand on est à très basse vitesse dans un environnement. Autour de moi, il n'y a rien du tout. Je suis en plein milieu des champs, pas un bruit. Me voici sur ma petite route où il n'y a absolument personne. Test 0 à 100. J'ai repassé le mode sport et c'est parti. Donc ça démarre bien. 30, 40, 50, 60, 68, 60, 80, 90 et 100. Pas mal. Ça se débrouille plutôt bien. On sent au début qu'il y a beaucoup de couple grâce à l'électrique et le 100 à 0 que vous connaissez également sur la chaîne. Ouh. Alors ça a l'air très très mou. Vous avez vu, elle a sauté, elle a plongé un petit peu, elle a tourné un poil. Alors c'est quand même resté assez droit. L'ABS a bien fait son job, mais le côté confort de cette voiture a fait qu'elle a vraiment bondi sur l'avant plutôt que de rester très à plat. Je vais me le refaire parce que j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Allez, 100 à 0. Ah, c'était un petit peu mieux parce que tout à l'heure elle a un petit peu ce côté là qui a sauté d'abord. Même dans le freinage d'urgence ça reste confort et c'est bien, mais j'ai l'impression qu'elle tourne un petit peu sur la gauche. Alors ça c'est lié aussi à cette suspension qui est quand même assez souple. On va voir ce que ça donne juste après sur les virages où c'est très sinueux et beaucoup plus sportif. On en arrive au tant connu et réputé fameux test rond-point. On va voir ce que ça donne. Donc à vitesse normale, j'ai un petit peu de maintien dans ces sièges, donc les GT sont un petit peu plus larges ici, qui me permet d'avoir un maintien assez correct. Et lorsque je vais prendre un petit peu plus de rythme, alors je garde un petit peu, alors il faut bien que je m'appuie, sinon je vais sortir un petit peu du siège tout de même. Et la voiture tient plutôt bien, ça reste assez agréable. Et on est quand même à bon rythme là. Ça s'ouvre un peu, mais on sent que la voiture reste assez légère. Je trouve ça plutôt bien et le comportement a l'air sain surtout. En fait, ça va pas être piégeur et même si je vais plus vite, ouais, ça va juste s'ouvrir un poil. Mais c'est pas méchant. Et au final, je sens que le SP rattrape, pince cette roue ici à l'arrière pour pouvoir rééquilibrer. Et sur le changement, non, c'est plutôt pas mal. J'ai enlevé mon trépied du coffre pour faire en sorte que ce soit bien ici. Et en fait, il l'a ressauté quand même. Pauvre trépied. Allez, on arrive sur ma petite route préférée, juste ici, où c'est très sinueux. Alors, ce qu'on va faire,
On va se le faire un premier aller en mode normal. Parce que c'est une route très dégradée, très bosselée, où ça vibre beaucoup. Et franchement, ça filtre super bien les défauts. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais en fait, c'est plein de petites vaguelettes de goudron là, pareil là. Et en vrai, je suis très bien dans mon siège. C'est hyper agréable. Le petit volant amène une direction plutôt sympa. On va voir ce que ça donne en dynamique. En tout cas, là, en roulant calmement. Bon père de famille, jeune permis, on roule de façon simple et très modérée. Elle est assez agréable. Et pareil, quand je relâche, ce que j'aime bien, c'est justement ce freinage régénératif un petit peu, qui me permet, limite, si j'anticipe en roulant à la cool, de pouvoir utiliser que ma pédale d'accélérateur. Alors c'est pas un vrai one pedal ou c'est pas un vrai mode B, hein. Attention, c'est juste que c'est un frein moteur qui reste assez puissant et intéressant à utiliser. Et j'aime bien, franchement. Voiture qui va bien, le rayon de braquage hyper intéressant sur cette voiture également, puisque petite voiture hein, faite pour la ville de base. C'est agréable. On va passer en mode sport. Mode sport qui va me donner toute la puissance. On a un petit peu augmenté à cause des 0 à 100 depuis tout à l'heure et autres. Et ensuite, on va se le refaire plutôt cool 80-90, petite roue de campagne. Allez, mode sportif. Allez, gros freinage. On sent une voiture pas trop lourde, c'est agréable. Elle plonge quand même pas mal, comme je vous montrais tout à l'heure. On le sent. Ça tient pas trop mal. Les accélérations sont assez sympas. Alors, elle n'a pas du tout un châssis qui se veut sportif en vrai. Et alors, on n'a pas les meilleurs pneus, mais ça tient plutôt bien. Hop, sur les freins. L'arrière s'emmène très légèrement sur les freins. Et les cavaliers la radio, j'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton. Et, ouais, les aides à la conduite font bien leur boulot. Ça remet bien en place la voiture dès que l'arrière commence à glisser. Ça s'ouvre toujours un poil, mais c'est plutôt correct. Franchement, il y a de quoi s'amuser un petit peu et rouler de façon assez dynamique. En tout cas, sur la descente, c'était assez sympa. Petit test très important, made in France. Le test d'Odan, les ciments plaqués comme ça au sol là. Garde du confort. Pareil, je vais faire exprès de le passer un petit peu plus vite. C'est très confort. C'est une voiture, une vraie voiture du quotidien. Au final, 145 km réalisés, 5,2 de moyenne, en ayant fait du sportif, voire très dynamique, ce qui est plutôt pas mal. On aurait pu donc baisser cette consommation. Je pense qu'on peut être en dessous des 5 litres en conduite normale du quotidien sur un trajet mixte. En ville, on a vu au début, c'était un petit peu plus haut, et sur des routes à 90, j'étais aux alentours des 4 litres, donc ça peut être une voiture assez intéressante. Bon alors, cette Peugeot 208 en version hybride. Alors, c'est une micro-hybridation un petit peu améliorée, c'est un plus hein, déjà de l'avoir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne nous ont pas imposé de l'hybride rechargeable, comme certaines marques le font, ou comme Peugeot le faisait, par exemple sur ces 308, c'est des hybrides rechargeables. Mais j'aurais bien aimé des petites batteries. Alors là, c'est peut-être un petit peu petit, l'entre-deux, comme les autres le font, ça pourrait être intéressant, mais dans tous les cas, on gagne quand même un petit peu en consommation sur cette voiture. Comme vous avez pu le voir, on était aux alentours des 5 litres sur une partie mixte que je trouvais assez intéressante. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus poussé, mais d'un autre côté, mettre une plus grosse batterie, ça ajoute un petit peu plus de poids. Et c'est pareil, le moteur électrique, il aurait fallu un moteur électrique plus imposant et conséquent pour pouvoir rouler en 100% électrique dans des phases d'accélération plus importantes. Donc, on pèse le pour et le contre. Et pareil, niveau coût, pour garder une voiture qui reste assez accessible, eh bien, il faut forcément faire des réductions sur certaines choses. D'ailleurs, la voiture, la 208, commence à partir de 19 200 €. Pour les versions électriques, c'est à partir de 33 500 €. Pour les versions hybrides, 23 500 €. Ce qui reste plutôt correct. Mais attention, parce qu'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, les Chinois, avec la MG3 qui ne devrait pas tarder, avec une vraie hybridation et encore un système encore différent. Hâte de voir ça, la MG3, j'ai hâte de la tester. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que la MG3, ça vous intéresserait ? Je vous l'ai présenté en première mondiale, j'étais sûrement le premier média européen à vous la présenter. C'était assez intéressant et j'avoue que j'ai très hâte de l'essayer celle-ci. Après, la 208, elle garde son aspect Peugeot, son look qui est quand même assez craquant. Un châssis plutôt intéressant, qui garde du confort et en même temps du dynamisme.
J'aime bien, c'est un bon compromis cette 208. Ça reste toujours un de mes petits coups de cœur. Peut-être hybridation full hybride. Ça aurait été cool Peugeot. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des questions ou autres, dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Et à bientôt. Ciao!